À tous pour ce quatrième et dernier webinaire de l'année grand public de l'AFSA. Donc, ce webinaire portera sur le projet Synapse et sera animé par plusieurs personnes qui ont activement participé au projet, parmi lesquelles donc Denise Laporte, qui est membre du conseil d'administration de l'AFSA, également porteuse du projet Synapse, Sophie Arborio, qui est maîtresse de conférences et consultante en études et formations à l'Université de Lorraine, Vanessa Remery, qui est maîtresse de conférences à l'Université de Montréal, et Myriam Mely, cofondatrice de l'entreprise Workstream à l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle. Donc, je vais rapidement vous laisser la parole, mais avant, je vais rappeler juste deux, trois petites règles pour le bon déroulement du webinaire. Donc, je demanderai à tout le monde de couper vos micros. Bien évidemment, vous pourrez les réactiver si vous êtes amené à participer à la discussion. Pour information, donc ce webinaire est filmé et sera ensuite publié sur la chaîne YouTube de l'AFSA. Donc, si jamais vous ne voulez pas apparaître, vous pouvez couper votre caméra. Et puis, je vous invite aussi à poser vos questions dans le chat, puisqu'on prendra à chaque fin d'intervention un petit temps pour des questions-réponses. Donc, vous pourrez les poser directement. Si vous voulez les mettre, les écrire dans le chat, je remonterai les questions par la suite. Donc voilà, je vais laisser la parole aux animatrices et je vous souhaite à tous un bon webinaire. Merci Stéphanie. Bon, je salue tous les parents qui sont là, qui se branchent pour écouter ce webinaire sur Synapse. Je les remercie de leur présence. J'en profite pour remercier aussi les chercheuses qui ont travaillé pendant 2 ans et demi sur ce projet, les familles qui ont participé, les directeurs d'établissements qui se sont impliqués, les professionnels de ces établissements qui ont aussi énormément contribué à cette recherche. Je vais faire une présentation assez succincte du projet parce qu'on l'a déjà présenté lors des rencontres nationales précédentes et le sujet, c'est surtout de faire un point d'étape, dire où on est arrivé là actuellement et ce qu'on compte faire dans l'année qui vient en 2023 et début 2024. Donc, Synapse, c'est un projet qui date depuis très longtemps, qui a porté plusieurs noms différents. Puis finalement, on s'est concentré sur ce mot synapse pour faire un clin d'œil à la synapse en neurologie, qui est le lieu de rencontre des informations, de passage de l'information de l'influx nerveux. Donc, notre dispositif, notre recherche, elle avait comme objectif principal, comme ambition principale, de réunir autour d'un même sujet de nombreuses familles, de nombreux professionnels et quelques personnes qui ont le syndrome d'Angelman, puisqu'elles ont été filmées sur des vidéos, autour du sujet de l'accompagnement. Qu'est-ce que ça veut dire accompagner une personne qui a le syndrome d'Angelman? Et comme nos enfants sont beaucoup dans les établissements médico-sociaux, l'idée, c'était aussi de se demander comment et pourquoi on peut accompagner, bien ou mal, une personne qui a le syndrome d'Angelman en établissement médico-social. Et avec comme question de fond, c'est cette idée qu'on cherche à faire en sorte que la personne qui a le syndrome d'Angelman puisse exprimer au mieux ses compétences et s'autonomiser en quelque sorte, même si le terme n'est peut-être pas forcément assez précis. S'autodéterminer, moi, c'est un mot que je n'aime pas du tout. Donc, mais en tout cas, aller vers plus d'autonomie. Et on sait bien que pour aller vers cette autonomie, il faut passer par la communication. Que la communication orale est quasi impossible pour nos enfants. Par contre, qu'ils sont tout à fait capables de communication verbale et que cette communication verbale, elle peut être largement supportée, aidée, amplifiée par des supports adaptés, qu'on appelle des supports de communication alternative augmentée ou améliorée. Enfin, la CAA, tout le monde connaît. On sait que ces supports ou ces dispositifs sont extrêmement variés, ne sont pas toujours faciles à utiliser, ni par les familles, ni par les professionnels, que d'un enfant Angelman à un autre, d'un adulte Angelman à un autre, tout ce qui va être mis en place peut être complètement différent.
Ça peut être un support papier, ça peut être des signes, ça peut être une tablette. Et puis, on peut aller plus ou moins loin dans l'utilisation de ces supports en fonction de la régularité et de la fréquence avec laquelle on utilise les supports de CA. Notre expérience au sein de l'association nous a montré que c'est très difficile dans un environnement global qui n'a pas réfléchi à la question, d'utiliser des outils de façon pérenne et robuste, comme on aime le dire. C'est-à-dire qu'on a vu des émergences, on voit des émergences dans les familles, dans les établissements médico-sociaux, d'utilisation d'outils, mais que la grande difficulté, c'est d'utiliser l'outil sur le long terme. Parce que nos enfants ont parfois des comportements qui nous surprennent, voilà, qui nous mettent en difficulté et la tentation est grande d'abandonner l'outil de CA parce qu'il n'est pas facile à utiliser. Donc l'idée, c'était de recueillir pendant 2 ans de recherche, une recherche-action, une recherche sur le terrain, suffisamment d'informations sur le fonctionnement des personnes qui ont un syndrome d'Angelman et sur le fonctionnement de leurs accompagnants et sur l'environnement global, comme on l'appelle, c'est-à-dire tout ce qui est autour de la personne accompagnée et de l'accompagnant, suffisamment d'informations pour essayer de comprendre ce qui peut faciliter la relation de communication entre la personne Angelman et son accompagnant, et puis ce qui peut faciliter la mise en place des outils de CA. Donc, en gros, on a sollicité pendant ces 2 ans et demi de recherche une quinzaine de familles, une cinquantaine de professionnels, une vingtaine d'établissements pour participer au projet Synapse sous forme d'interviews, d'entretiens téléphoniques, d'observations in situ, de façon à produire des vidéos de leurs pratiques. Et tout ça a permis d'avoir des centaines d'heures, comme vous dira Vanessa tout à l'heure, d'entretiens avec ces familles et ces professionnels. Je remercie les familles qui ont participé à ce projet. Et je remercie aussi infiniment les membres du conseil paramédical et éducatif, les formatrices, les expertes du syndrome d'Angelman qui se sont engagés dans ce projet sans limite. Voilà. Alors, pendant ces 2 années, le fil directeur a donc été de prendre en compte les expertises des familles et des professionnels pour collecter ces savoir-faire et ces savoir-être avec la personne qui a le syndrome d'Angelman, de façon à comprendre comment amener les PSA les PSA, je les appelle, enfin, on les a appelés pendant toutes ces années de recherche, les PSA pour aller plus vite, hein, vous ne m'en voudrez pas, vous ne nous en voudrez pas, ce sont nos enfants, on les adore, mais voilà, les personnes qui ont le syndrome d'Angelman. De façon à comprendre le fonctionnement et à les amener à exploiter au mieux leurs capacités. Voilà, donc en fait, donc pendant ces 2 années de recherche, Sophie a mené des entretiens en anthropologie qu'elle va nous décrire dès que j'aurai fini de parler. Stéphanie, tu peux peut-être passer les diapos. On est sur la diapo 2, je crois. La suivante, s'il te plaît. Oui, voilà. Donc, Sophie a été présentée déjà par Stéphanie. Donc, Sophie a mené un certain nombre d'entretiens et à partir de là, elle a rédigé un rapport final extrêmement fouillé, dont on s'est dit qu'il était très intéressant d'un point de vue scientifique, mais pas forcément facile à lire, ni accessible à tous. Et donc, Sophie a proposé d'en faire une pièce filmée, dont elle va vous parler tout à l'heure, donc qui retrace les questions que se posent les professionnels lorsqu'ils sont en situation d'accompagner des personnes qui ont le syndrome d'Angelman. Cette pièce est suffisamment riche pour pouvoir avoir sa propre vie en tant qu'objet scientifique, mais aussi pour pouvoir être intégrée dans le dispositif de formation qu'on a souhaité créer à la suite de ces 2 ans de recherche. Et puis ensuite, Vanessa et Myriam, elles, qui sont chercheuses en sciences de l'éducation, donc ont récolté toutes ces informations dont j'ai parlé tout à l'heure, et elles ont créé un dispositif, une espèce d'ovni, un dispositif de formation extrêmement innovant, et dont elles vont nous parler aussi à la suite. Je voudrais prendre encore juste quelques minutes pour parler de l'expérimentation de ce dispositif qui aura lieu en 2023-2024. Donc, Stéphanie, tu peux passer à la diapo 8, peut-être. Alors, tu comptes, voilà. Je crois que tu es dessus, voilà. Ce dispositif de formation qui a été pensé donc, comme un dispositif de formation intégré
est un dispositif sur le long terme. Il est ambitieux, il compte un grand nombre de jours de formation. Et ce qui nous intéresse dans cette formation, c'est plus un accompagnement des professionnels qu'une formation one-shot. Parce que ce qu'on souhaite, c'est imprimer à l'intérieur de l'établissement une dynamique et une façon d'être et de faire qui diffèrent des savoir-être et des savoir-faire actuels. Et donc, on en a parlé à des intervenants de grande qualité, hein, puisqu'on est en contact avec la CNSA, puisque notre projet est soutenu par la CNSA. On en a parlé aussi avec Denis Pifto, hein, qui a récemment donné un rapport sur la mise en route des professionnels au sein des établissements médico-sociaux. Ils nous ont tous conseillé de prendre le temps d'expérimenter notre dispositif de façon à faire les preuves de son efficacité, de son efficience. Donc, on va encore prendre le temps. Ça peut vous paraître long, les familles, je le comprends, hein, parce que l'objectif au départ, c'est d'aider nos enfants. Mais on veut vraiment le faire de manière la plus efficace possible. Donc, en 2023-2024, on va expérimenter ce dispositif. Au début, on était assez ambitieux, on l'a expérimenté sur un grand nombre d'établissements, et puis on s'est aperçu que de toute façon, c'était complètement irréaliste, parce qu'il faut que les formatrices déjà soient disponibles, formatrices du CPME essentiellement, dans un premier temps, et puis après, on verra comment on peut élargir la formation à d'autres formateurs. Et puis que les établissements n'étaient pas forcément disposés à recevoir des formateurs pendant plus de 15 jours, quoi. Même si c'est sur 1 an et demi, ça fait quand même beaucoup de professionnels à mobiliser. Et on connaît actuellement les circonstances liées au Covid qui font que dans les établissements, ce n'est pas forcément simple d'avoir des professionnels qui se mobilisent. Donc, on a choisi 3 établissements, dont un établissement est représenté aujourd'hui par Marilyn Lebéa. Je te cite, Marilyn, parce que bon, voilà, tu fais partie intégrante du projet. Il y a 2 autres établissements qui sont aussi partants pour faire cette expérimentation. Mais simplement, on a décidé de le faire de 3 manières différentes. C'est-à-dire qu'un des établissements va tester le dispositif dans son ensemble. Vanessa et Myriam vont nous dire combien il y a de modules et comment se répartissent ces modules. Et puis les 2 autres établissements vont nous tester de façon modulaire, c'est-à-dire soit un seul module, soit 2 modules, de façon à ce qu'on puisse aussi savoir si le dispositif tient la route quand on le propose aux établissements qu'un module ou 2, et pas le dispositif dans son ensemble, parce qu'il nous a été aussi remonté que voilà, ce ne sera pas forcément facile pour tous les établissements de faire tous les modules. Si on a un établissement qui n'accueille qu'une seule personne qui a syndrome d'Angelman, ça va être difficile de lui proposer 18 jours de formation, même si c'est sur 1 an et demi. Par contre, sur un établissement qui accueille beaucoup de personnes qui ont syndrome d'Angelman, eh bien, voilà, ça sera peut-être plus facile de proposer un accompagnement beaucoup plus élaboré sur le long terme. Voilà, je m'arrête là et puis je laisse la parole. Je vous laisse la parole. C'est Stéphanie qui est maître du temps, donc il va nous dire s'il reste du temps pour échanger. S'il n'y a pas de questions, on va passer à la présentation de Sophie Arborio. Donc, on a un petit peu de temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, je crois qu'on peut passer donc à la présentation de Sophie, donc, qui va nous détailler ce qu'elle a obtenu comme résultat lors de sa recherche anthropologique. Alors, vous m'entendez? Bon, tout le monde m'entend? Oui? Oui, ouais. Ok, excellent. Alors, effectivement, pour reprendre la présentation qu'a faite Denise, l'idée initiale de l'implication d'un anthropologue dans ce travail était d'arriver à saisir le point de vue des professionnels dans la relation de communication qu'ils entretiennent avec les personnes atteintes du syndrome d'Angelman et dans toutes les dimensions que peut impliquer cette relation et toute la complexité, mais aussi toutes les ressources qu'ils mettent en œuvre dans le cadre d'une relation qui, bien évidemment, n'est pas simple. Alors, l'anthropologie, en fait, elle a pour objet vraiment de travailler sur les représentations des individus, sur leurs pratiques, et de connaître le contexte de vie
des individus dans un milieu donné. En l'occurrence, là, le milieu était celui des établissements. Voilà, donc suite à un certain nombre d'entretiens, à des observations sur site, voilà, à des échanges avec tous les acteurs qui prennent en charge les personnes en situation du syndrome d'Angelman, eh bien, j'ai produit un certain nombre d'analyses. Ces analyses sont surtout d'ordre académique, elles ont donné lieu à un rapport. Mais ensuite, pour que ces résultats soient accessibles et donc utiles à tout le monde, on a aussi transformé ces résultats académiques en une pièce de théâtre filmée, en fait, qui reprend des extraits d'entretiens, vraiment mot pour mot des entretiens que j'avais pu produire, et on les a organisés, évidemment, de telle manière que cela reflète les résultats du rapport. Donc aujourd'hui, là, je vais à la fois vous présenter les résultats du rapport d'une manière assez succincte, et je vais les illustrer à chaque fois par des passages du film. Alors, rapidement, un petit glossaire, parce que c'est vrai que pour ce qui est de la personne atteinte du syndrome d'Angelman, en général, je dis PSA. La PEC, c'est la prise en charge, et le PAC, c'est le professionnel de l'accompagnement du quotidien. Sinon, ça alourdit beaucoup les diapos. Voilà, donc les objectifs de la recherche, il faut que je mobilise différemment. Voilà. Les objectifs de la recherche, c'était une analyse des conditions sociales, donc des échanges, et culturelles, donc de la manière dont s'organise finalement la relation de prise en charge, et ce, du point de vue des professionnels des établissements sociaux et médico-sociaux. Je vous l'ai dit, on l'a transformé en film, et ce film, ensuite, avait pour objet d'être utilisé en partie dans le dispositif de formation que Vanessa et Myriam ont mis en place, et finalement, en globalité, d'avoir quelque chose dans ce dispositif qui soit réellement adapté au vécu quotidien de cette relation de prise en charge, et pas en décalage, comme certaines formations le sont, parce que finalement, elles ne tiennent pas compte de la complexité du quotidien. Alors, je vous passe un petit extrait. Alors, les choses sont posées à travers ce tout petit extrait. On s'est intéressé finalement au savoir des professionnels. Ce savoir, il est soit tiré de formations spécialisées, mais en fait, sur le terrain, on s'est rendu compte que très peu de professionnels avaient bénéficié d'une formation spécifique au syndrome d'Angelman. La majorité d'entre eux n'en avaient pas. Et par contre, on s'est également intéressé à ce qu'on appelle le savoir d'expérience, qui est un savoir issu de la relation de prise en charge et qui va permettre va apporter aux professionnels un certain nombre de ressources que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais dans un premier temps, ce qui nous intéressait également, c'était de recueillir leurs ressentis. Et les ressentis, ils peuvent aller de la lassitude au découragement, à l'épuisement psychologique, au sentiment aussi d'être très démunis. Mais ces ressentis qu'on pourrait qualifier entre guillemets de négatifs, ils sont accompagnés par d'autres ressentis qui sont extrêmement présents dans leur discours, qui sont de l'ordre de la persévérance, de la passion, du choix qu'ils ont fait à un moment donné dans leur carrière, et aussi d'investissements personnels qui sont très présents. On n'entend pas le son. J'entends pas le son, Sophie. Vous n'entendez pas le son? Moi, j'entends pas, mais peut-être que tout le monde l'entend. Non. Ah mince. Ouais. Pourquoi vous entendez pas le son? Comment tu peux... Est-ce que tu peux vérifier sur le... Ouais.
Non, il n'y a pas de lecteur son. Attendez. Ouais, tu as bien trouvé. Vous l'entendez? Vraiment. Oui, c'est bon là. Ok, donc en fait, j'ai enlevé mon casque. Ah, voilà, d'accord. Je vais. Vous n'avez pas entendu la première diapo? Non, je pensais que c'était moi qui avait un problème. Je vais revenir rapidement. Oh, ouais, ouais. Mm. Donc, j'ai passé l'entretien. Je leur ai dit que je ne connaissais pas vraiment, même pas du tout. Je ne pensais pas atterrir avec des enfants, moi, c'est plutôt les adultes. Je me suis dit, tiens, c'est quelque chose qui me plaît, ça. Le contact avec l'autre, la relation. Ça a été un beau coup de cœur. Vraiment, vraiment un beau coup de cœur. Ce côté cocooning, cette approche, cette finesse pour la communication, pour essayer de décrypter tout ça, c'est une belle découverte. Et c'est aussi une remise en question perpétuelle. On se pose des questions tout le temps. On essaie de savoir, on essaie de répondre aux besoins. Et moi, je ne vous cache pas que des fois, c'est pas facile au quotidien parce qu'il faut tenir. Parce qu'il y a des troubles du comportement, parce qu'il y a des antécédents familiaux. Parfois, c'est très difficile, c'est très compliqué. Je dirais que ce sont des enfants qui demandent un investissement plus. En tant qu'éducatrice spécialisée, on sait très bien qu'on n'est pas super nanny. On sait très bien qu'on n'est pas Mary Poppins, qu'on ne va pas faire des miracles pour certains. Mais on fait au mieux. Et la reconnaissance, je la trouve dans un regard, dans un geste, dans un sourire, dans un clin d'œil. Un enfant qui pose sa tête sur mon épaule, un adulte qui me dit bonjour en macathon. Alors c'est vrai que je m'adapte sans cesse, mais m'adapter, ça fait partie de mon travail. J'essaie d'être à l'écoute des enfants. Et vous savez, ils m'ont appris autant que j'ai appris d'eux. C'est une observation très très fine. Il faut vraiment être à l'écoute, sinon on peut passer à côté de plein de choses. L'observation, c'est 80% de notre travail. On observe pour pouvoir nous adapter à eux. Parce que ce n'est pas à eux de s'adapter, c'est à nous. Alors, si on revient effectivement à ces savoirs d'expérience des professionnels auxquels la personne fait référence d'une manière assez précise, on voit qu'il y a 3 grands niveaux d'expression, de qualification de ces savoirs. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi mon ordinateur bug. Alors, il y a une première dimension qui est très importante, c'est la sensibilité individuelle de chacun de ces professionnels. Et celle-ci, elle ne s'apprend dans aucun livre. Et elle dépend de l'implication et de l'engagement personnel du professionnel dans la relation. Cette sensibilité, elle va reposer notamment sur une capacité à percevoir l'altérité et à traiter cette altérité. Elle va reposer également sur un processus de recherche, de compréhension, de remise en question, une démarche quotidienne de sa part, qui passe notamment aussi par une observation fine. Et cette observation, elle n'est pas sur la base d'une grille, elle est sur la base d'une disponibilité que met le professionnel à la disposition de son travail. Ensuite, en dehors de cette question de la sensibilité, il y a une dimension qui est plus de l'ordre de la réflexion individuelle, avec un ensemble de remises en question nécessaires pour pouvoir évoluer en même temps que la personne atteinte du syndrome d'Angelman. Elle suppose également de se positionner par rapport à la norme, parce que ce sont des gens qui finalement ne connaissent pas le syndrome d'Angelman quand ils arrivent et qui sont obligés de produire une réflexion dans la façon dont ils se représentaient auparavant le handicap, la déficience intellectuelle, l'absence de communication, pour pouvoir poursuivre leurs relations interpersonnelles avec les personnes atteintes du syndrome d'Angelman.
Et la réflexion personnelle, elle repose aussi sur la recherche, tout simplement, de solutions pratiques qui sont adaptées à chacune des personnes. Enfin, il y a tous ces échanges collectifs qui vont rentrer en ligne de compte et qui vont aider chacun de ces professionnels, d'une part, à trouver la bonne distance, donc à faire un travail finalement de distanciation par rapport à un investissement personnel, pour le coup, qui serait trop important et qui empêcherait ensuite le professionnel de réfléchir à son travail. Des échanges collectifs qui vont également permettre des éclairages multiples autour d'une même personne atteinte du syndrome, mais avec des points de vue en fait qui viennent se compléter les uns par rapport aux autres. Et également ces échanges collectifs qui vont servir de soutien mutuel au sein de l'équipe dans une situation qui, au demeurant, reste complexe. Tous ces aspects-là qu'on vient d'évoquer viennent composer ce que l'on appelle des savoirs d'expérience, c'est-à-dire tout simplement un savoir professionnel tiré de l'expérience. C'est fort. J'ai beaucoup d'observations. Au début, elle me donnait des signes et parfois, je passais complètement à côté. J'étais trop fixée sur il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je le rapporte, il faut. Sauf que non. Et je pense qu'elle m'a beaucoup appris à me remettre en question sur le non, tu n'es pas obligé de toujours la blinder de stimulation, tu n'es pas obligé d'utiliser toujours du matériel, elle ne vient pas forcément pour ça. Être disponible, tout simplement, disponible dans l'observation, dans l'écoute ou dans l'échange de rien, peut-être, ou l'échange d'1 million de stimulations par séance, peu importe. Si tu n'as rien sorti, si tu n'as fait que chanter des chansons, c'est qu'elle avait besoin de ça. Et là où tu as gagné, c'est que tu l'as observé et que tu as répondu à son besoin sur le moment. La sensibilité est là, l'empathie est là, l'altruisme est là. Me poser, me remettre en question, toujours, voir ce que j'ai fait, l'accompagnement que j'ai mis en place, me demander si j'ai bien fait, pas bien fait, ce que j'aurais pu faire ou faire autrement. Et surtout avec Angelman. Ouais. Parce que quand il faut faire 5 pas en arrière pour en faire 4 en avant, puis revenir 3 pas en arrière, des fois, on perd espoir. C'est des petits progrès. C'est très lent. C'est long. Parce que toutes ces personnes, tous ces enfants, ils sont différents les uns des autres. Ils ont leur vie, ils ont leur parcours, ils ont leur spécificité. Moi, j'apprends de chaque enfant, j'apprends de chaque personne que je rencontre ici. Et ce n'est pas forcément le syndrome d'Angelman. C'est Léo, c'est Charlotte. En fait, on s'adapte en fonction de ce qu'ils sont. Un jour, c'est comme ça et le lendemain, c'est pas pareil. Et si j'arrive un jour en me disant aujourd'hui, la journée va bien se passer, non. Les enfants, ils sont là et ils me montrent autre chose. Alors, on le voit bien dans ce qu'évoque ce passage, la question de l'adaptation est essentielle. Et en soi, l'outil de communication alternative améliorée, il est au service d'une relation qui sans cesse s'adapte non seulement jour après jour, donc à un quotidien, mais aussi à chacune des personnes, à chacun des sujets. Donc, l'outil, il ne doit pas être pris comme une finalité, il doit être au service d'une relation. Et dans cette relation, il faut se souvenir, se rappeler qu'il y a du savoir-être, c'est-à-dire basé sur la question de la relation interpersonnelle. Il y a du savoir-faire, évidemment. On ne fait pas n'importe quoi avec une personne syndrome d'Angelman. On a acquis un certain nombre de savoirs qui favorisent la mise en condition de cette personne dans une relation de communication. Et tout ça, on pourrait dire que c'est un savoir comment faire au quotidien, qui est essentiellement marqué par de l'adaptation à une situation interpersonnelle de prise en charge et non pas à une situation impersonnelle. On a donc un ensemble de dynamiques de prise en charge qui sont assez vite repérées quand on travaille sur le point de vue des professionnels. Ces dynamiques, elles sont
d'une part axé sur la compréhension de chacune des personnes atteintes du syndrome d'Angelman, d'autre part sur des stratégies de mise en place de solutions adaptées pour chacune de ces personnes-là, et donc l'utilisation d'outils, certes, mais qui doivent s'adapter, encore une fois, au quotidien à chacune des personnes. Et enfin, dans une troisième dynamique qui relève des ressources individuelles et collectives dont dispose le professionnel. Et tout ça forme une prise en charge. Ils ne savent pas parler, mais dans leur mimique, leurs gestes, ils arrivent à faire passer pas mal de messages, presque intuitifs. Il y en a, quand ils ont peur, ils deviennent tout blancs. On se dit, ouh, ça va pas. Il y en a un, c'est par le regard. Quand il n'est pas bien, il fronce. Une autre, c'est pareil, elle nous tire. Elle nous câline quand elle ne va pas bien. Je ne sais pas l'expliquer. C'est du comportement. C'est ce qui nous renvoie physiquement, on va dire. Et tout le monde est capable de s'arrêter 5 minutes pour observer l'autre et se dire tiens, aujourd'hui, il a une sale tronche ou pas. Il est peut-être de bonne humeur. Mais pour ça, il faut prendre le temps. On est donc finalement plus que dans des stratégies et des techniques de communication, on est aussi dans une dimension morale du travail collectif qui nécessairement doit être intégrée à la question de la pluridisciplinarité. La pluridisciplinarité, c'est l'apport de chaque spécialiste pour essayer d'optimiser les conditions d'une communication avec des savoirs et des compétences différentes. Mais au-delà de cette pluridisciplinarité, dans le collectif, il y a aussi la possibilité d'éviter l'isolement du professionnel, qui est une chose qui est absolument délétère pour qu'il puisse progresser dans sa relation de communication sereinement avec la personne atteinte du syndrome. Il y a aussi l'idée que les réunions en elles-mêmes vont jouer leur rôle de distanciation pour les professionnels, pour qu'ils soient à la bonne proximité ou à la bonne distance dans leur relation de communication. Et il y a aussi le fait que finalement, les échanges qu'ils vont avoir les uns avec les autres ont un rôle d'adaptation qui servira à chacun des professionnels dans son échange singulier avec la personne. Donc, il y a du soutien, il y a une multiplicité d'éclairages et il y a aussi une approche globale qui relève du partage et qui permet aux professionnels de se décaler d'une implication trop importante au plan individuel. Le point fort de mon travail, je dirais, c'est l'équipe. On se dit, tu ne penses pas qu'elle est un peu différente aujourd'hui, qu'elle est moins éveillée ou au contraire plus éveillée? Bon, on se dit ça dans le couloir, entre deux portes. Je ne sais pas ce qu'on lui apporte. J'espère que c'est dans le bon sens. Et heureusement qu'on est une équipe, parce que quand je doute, par exemple, souvent il y a une collègue qui me dit « Ici, regarde, réfléchis, souviens-toi comment il était, tu as bien progressé. » Alors je me dis que oui, c'est vrai. Quand il est arrivé, il ne marchait pas. Quand il est arrivé, il ne supportait pas qu'on le touche. Je pense qu'avoir un regard continu ensemble sur l'évolution de ces enfants, c'est une mine d'or. Et c'est en ça, excusez-moi, mais que des temps de rencontres et d'échanges sont indispensables. Indispensables. Et moi, aujourd'hui, ça me manque énormément parce que, oui, dans le doute, on a besoin de savoir ce qu'en pense la psychomotricienne, ce qu'elle en pense l'ergo, ce qu'elle en pense l'orthophoniste. On est quand même dans une institution pluridisciplinaire, donc ici, on n'a qu'une réunion par semaine et malheureusement, on fait plus le point sur ce qui ne va pas que sur ce qui va. Par contre, dans mon ancienne structure, on se rencontrait très souvent, on échangeait beaucoup sur les points positifs, les bonnes choses, les choses pour lesquelles on voit une évolution. C'est important de le signaler. Ça montre que le travail porte ses fruits. Ces dynamiques individuelles et collectives viennent participer à la communication avec les personnes syndrome d'Angelman à travers des observations fines, des interprétations de chacun, qui sont ensuite partagées dans un cadre collectif au travers du récit des expériences que chacun a eues avec telle et telle personne.
qui sont ensuite reprises dans le cadre d'échanges avec des spécialistes du syndrome et qui font l'objet d'un nombre important de tentatives qui sont renouvelées au quotidien. Et en fait, bien au-delà de la question du simple outil, en prenant en considération tous ces niveaux-là, on est dans une relation de communication que le dispositif de formation va travailler ensuite pour accompagner les professionnels. Sophie, il te reste quelques minutes pour finir, pour laisser la place aux questions. De toute façon, on ne peut pas travailler sans les parents. Il me reste pas beaucoup. Il faut qu'une relation de confiance s'établisse avec les parents dès l'accueil de l'enfant. Il y a tout un travail à faire pour que les parents soient en confiance, pour qu'ils puissent parler d'eux. Parce que parler de leur enfant, c'est aussi parler de leur vie, c'est parler de leur quotidien. Et cette confiance-là qui se tisse, elle est très fragile. Pour une chose ou pour une autre, elle peut se casser. Il n'y a jamais rien d'acquis. Nous devons travailler sans cesse sur ce lien. C'est notre profession, bien sûr, mais humainement, c'est hyper important. Et c'est un peu ma conviction, si on veut que ça marche avec l'enfant, il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde avec les parents et qu'on se donne la main. On essaie de trouver des solutions ensemble et pas en disant nous on sait, nous on arrive, on est les sauveurs. Non, pas du tout. La vision familiale de parents, d'une maman, c'est complètement différent de celle des professionnels. Après, on est là pour la même chose. Mais on a besoin de l'expertise des parents. Ils connaissent l'enfant depuis plus longtemps que nous. D'accord, mais on ne peut pas se substituer aux parents. On ne peut pas leur demander non plus d'être des experts tout le temps de leur enfant. Il y a peut-être quelque chose à inventer, je ne sais pas, quelque chose. On voit bien que les outils de communication sont donc intriqués à la relation de communication. Ces finalités, finalement, les finalités de cette relation, c'est effectivement de travailler sur l'autonomie de la personne syndrome d'Angelman et de conserver une éthique dans la relation. La relation est donc première dans l'échange, puisque c'est l'observation et l'interprétation du professionnel qui restent essentielles pour une utilisation efficiente de l'outil. Tous ceux qu'on ne sait pas où mettre. Il y en a un certain nombre qui ont d'autres syndromes et qui ont besoin de choses très adaptées. Et vous voyez, on est confronté à des pathologies complètement différentes les unes des autres. Par exemple, sur un groupe de 9 personnes, on a 9 pathologies différentes. Alors voilà, faut à chaque fois se réinterroger et trouver une autre façon de procéder. Si vous me demandez quel est le syndrome de chacun des enfants, je ne pourrais pas vous dire. Je pourrais pas vous dire. Pour moi, l'essentiel, c'est ce qu'ils sont. C'est ce qu'ils sont et c'est ce qu'ils veulent nous montrer. Et comment on arrive à décoder, comment on arrive à être en communication avec eux. Et pour qu'ils deviennent acteurs, voilà, c'est un tout. C'est pas simplement une communication qui va opérer comme ça ou comme ça parce qu'on met un picto sur la table. Voilà. Les gens, ils pensent que parce qu'on met des pictos, on ne parle plus. Non, le picto, il appuie le mot. Après, c'est quel mot on met et comment on le dit, à quel moment on le dit. Voilà. En conclusion, il n'y a pas de réponse univoque aux difficultés de communication. Ce qui va supposer des tentatives réitérées de compréhension de l'autre et qui se modèlent d'une manière différente d'une personne syndrome d'Angelman à une autre. Il faut donc effectivement travailler sur le quotidien dans la communication. Il faut également aider les professionnels à distinguer les capacités de compréhension des personnes syndrome d'Angelman et leurs capacités d'expression. Il faut différencier aussi les périodes d'apprentissage qui ne sont pas les mêmes tout au long du parcours de ces personnes-là. Il faut acquérir évidemment des connaissances sur une personne syndrome d'Angelman, mais aussi sur le syndrome d'Angelman en général. Il faut pour ça créer des conditions d'accompagnement des professionnels pour qu'ils puissent mettre en place toutes ces choses-là. Il faut de ce fait, en les accompagnant, optimiser les interactions professionnelles entre eux et avec les spécialistes. Et enfin, donner un sens différent. Ça permettra aussi de donner un sens différent à certains comportements de la personne syndrome d'Angelman.
Tout ça au service de la personne. On utilise les photos un petit peu. Par exemple, la photo du professionnel. Je ne suis pas certaine qu'elle reconnaisse la photo, c'est plus un rituel. Alors l'enfant qui va savoir où on l'emmène rien qu'en lui montrant une couche, il fait le lien entre couche WC. Il ne part pas dans l'inconnu. C'est pas moi qui vais le prendre par la main pour l'amener je ne sais où. Ça limite les angoisses, ça limite les incompréhensions et ça limite les crises. L'enfant sait où il va. C'est la moindre des choses, c'est la base quand on y pense. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie de votre attention. Merci Sophie. Donc vous voyez que cette plongée dans le monde des professionnels nous montre à quel point ce monde nous est étranger finalement, à nous les parents. Ce qui explique peut-être pourquoi c'est si difficile d'entrer en relation avec eux. Ce qui est compliqué à comprendre, je pense, dans ce que dit cette actrice, à comprendre pour nous les parents, c'est la vision de son travail qui lui importe énormément, c'est l'attachement qu'elle peut avoir pour la personne, c'est tout l'engagement qu'elle peut mettre. Et pourtant, nous, ça nous laisse terriblement insatisfaits. Et donc, ce qui est intéressant ici, même si c'est douloureux à écouter, hein, je suis maman, moi, et quand j'entends ça, ça me fait flipper. C'était intéressant de faire cette plongée parce que justement, on voulait comprendre pourquoi on n'y arrive pas à se parler, parents et professionnels, pourquoi les professionnels ont ce sentiment aigu de l'importance de leur travail, de leur mission, et pourquoi ça se révèle parfois, souvent, être un échec entre guillemets, ou un échec partiel, ou un échec pour eux, ou un échec pour nos enfants, ou un échec pour nous, les familles. Parce que dans cette dimension de l'accompagnement, je pense qu'il manque un grand pan de ce qui nous est très cher, qui est une forme de méthodologie, je pourrais dire, de connaissance de la personne dans son fonctionnement particulier, de la personne qui a le syndrome d'Angelman. Et c'est ce que le dispositif de formation va chercher à combler en quelque sorte, même si le dispositif n'est pas parfait, et même si au bout du compte, on n'arrivera pas à obtenir tout ce qu'on voudrait obtenir, nous les parents. L'idée, c'est petit à petit de faire rejoindre les familles et les parents autour de la personne pour qu'il y ait le moins d'insatisfaction possible et le plus d'efficacité possible pour que nos enfants sortent de cette difficulté de ces difficultés qu'ils rencontrent à partir du moment où ils mettent les pieds dans un établissement médico-social, pour le dire clairement. Et ces difficultés, elles sont inhérentes à l'expertise que doivent développer les professionnels pour pouvoir accueillir nos enfants dans des conditions qui soient plus acceptables pour eux, dans des conditions où ils vont pouvoir dépasser leurs difficultés de communication orale et pouvoir exprimer leurs compétences. Et il y a des moyens pour ça. Et c'est ce qu'on a cherché à faire pendant 2 ans, de comprendre ce qu'on peut proposer à un professionnel qui se retrouve face à une personne qui a le syndrome d'Angelman, qui est très démunie dans cette personne. Hein, c'est clairement dit, même si c'est si c'est évoqué, c'est clairement dit. Hein, les personnes qui ont un syndrome d'Angelman, elles sont surprenantes, on ne sait pas comment s'y prendre, c'est un questionnement permanent, c'est un peu comme le mauvais élève en classe, hein, il est tout le temps en train de nous interpeller, mais on ne sait pas quoi faire pour s'en occuper. Et là, c'est un peu pareil. Et l'idée, c'est de dire, avec les ateliers de partage, je remercie Sophie d'avoir mis vraiment l'accent sur ça, c'était ça qu'on est allé chercher avec ce travail anthropologique, c'est qu'est-ce qui interpelle le professionnel et comment on va pouvoir répondre à aux questionnements qu'il a. Et donc ensuite, Vanessa et Myriam, elles font le travail méthodo d'acquisition de connaissances et d'acquisition d'expertise pour le professionnel et de prise de confiance en soi pour que le professionnel se sente moins démuni face à la personne qui a le syndrome d'Angelman, plus expert, et donc qui
puisse en quelque sorte l'aider à faire les apprentissages dont la personne qui a le syndrome d'Angelman a besoin pour être reconnue dans ses compétences et pour qu'elle puisse avoir plus de liberté d'action, pour qu'elle puisse avoir plus de liberté de choix, pour qu'il puisse y avoir pour nos enfants dans l'établissement médico-social, puisque c'est là qu'est le lieu de l'accueil pour les familles qui ont choisi d'y mettre leurs enfants, et on est encore très nombreux dans ce cas. Et on ne dit pas que l'établissement, enfin moi je ne dis pas que l'établissement médico-social, ce n'est pas le lieu de l'accueil. Je dis que l'établissement médico-social, pour mon fils en tout cas, c'est le lieu de l'accueil, c'est son lieu de vie. Et ce que je dis, c'est que ce que je souhaiterais, c'est que quand il y est accueilli, la parole de mon enfant soit entendue. Voilà. C'est l'objectif très ambitieux de dispositif de formation que vont nous présenter maintenant Myriam et Vanessa. Je suis désolée, j'ai pris la parole parce que ça me paraissait nécessaire. Évidemment, s'il y a des questions tout de suite, on les prend. Et sinon, on pourra les reporter à la fin. Mais n'hésitez pas à intervenir. Ben. Je brise la glace alors. C'est trop parlé. Vas-y, Lara. Alors oui, je l'écris dans le petit mot. Alex aussi vient parler, bien sûr. Bien écouté, Alex. Et donc, je l'écris dans le petit mot et c'est tellement vrai ce que le rapport de Sophie met en exergue, parce qu'en fait, on le constate tous les jours. Ce sont des personnes, les professionnels, qui ont envie de bien faire, mais sont souvent démunis. Et qui travaillent avec beaucoup d'empirisme, en fait. Et, voilà, donc voilà, c'était juste le constat du quotidien. Ouais, c'est ça. Et en fait, si je peux juste compléter ce que vient de dire Lara, c'est que cet empirisme, de toute façon, il sera tout le temps nécessaire, mais il sera facilité s'il y a derrière une mise en condition de ces professionnels qui est améliorée. Et à ce moment-là, leur capacité empirique, comme tu dis, d'observation, d'interprétation, d'adaptation du quotidien, elles pourront vraiment être optimisées et du coup permettre à la personne syndrome d'Angelman de montrer ses capacités. Mais l'empirisme, il est absolument nécessaire. Est-ce que je peux me permettre? Bien sûr, vas-y. Il y a aussi le problème du turnover non-stop des professionnels, les démissions. Où est ma fille? C'est non-stop des vacataires. Comment voulez-vous entreprendre un travail de compréhension et d'accompagnement si vous n'avez jamais affaire à la même personne? C'est la difficulté aussi des directions d'établissement. Ils n'arrivent pas à fidéliser leur personnel parce que peut-être effectivement il manque d'outils pour les motiver. C'est un manque de formation, enfin c'est ce qui me vient à l'esprit. C'est un manque de reconnaissance. Oui, exactement. Et puis tout dépend des directions, tout dépend des établissements. Il y a des motivations différentes selon les établissements, les associations tutélaires, etc., etc. Mais c'est la grosse difficulté de communication qu'on peut rencontrer énormément. C'est une difficulté incommensurable. Quand vous arrivez, comme dimanche dernier, je suis arrivée dans l'établissement, qu'on ne me répondait pas à la porte de la maisonnée, il y a un hublot et je m'aperçois que l'accompagnante était en train de dormir et ma fille était complètement recroquevillée sur un autre canapé. Et au bout de... Bon, j'appelle une copine avec que j'ai covoituré et qui me dit « mais c'est pas possible, elle dort ». Et quand j'ai ouvert, j'ai dit « est-ce qu'il y a quelqu'un ?» La personne s'est défilée parce qu'elle a vu qu'on l'avait surprise en train de dormir. Comment voulez-vous avoir de la communication avec des gens comme ça? C'est déroutant, déroutant. On arrive dans un contexte en fait, j'entends... Et tout est comme ça à l'avenant. En fait, j'entends... Je ne veux pas personnaliser, mais c'est déroutant. Vous essayez de faire des efforts de communication et vous êtes face à des murs. Alors, j'entends votre colère et
Et en même temps, C'est pas de la colère. Bon, moi, mon rôle, c'est d'essayer, de par le décalage dont je bénéficie, d'analyser ce qui se passe aussi. C'est-à-dire que cette personne-là, elle ne bénéficie d'aucune reconnaissance de son travail. Les établissements, en fait, ne reconnaissent pas toutes les observations fines dont on parlait tout à l'heure. Ça leur passe au-dessus de la tête. Parce que de façon générale, dans notre société, ces échanges interpersonnels qui demandent beaucoup d'énergie de la part des professionnels ne sont pas reconnus. On n'est pas une société qui fonctionne là-dessus. Et du coup, j'ai presque envie de dire que les IME, c'est un peu l'aquarium représentatif de tous les dysfonctionnements humains de notre société. Et là, on a une focale énorme sur tout ce qui ne va pas du point de vue des relations interpersonnelles. Sauf qu'en fait, ces gens qui ne bénéficient d'aucune reconnaissance, qui ont des salaires de misère, qui sont isolés dans leur mal-être à eux en tant que professionnels, je ne parle pas du mal-être des familles, bien évidemment qu'il faut qu'ils soient reconnus et légitimes. Mais finalement, du coup, ce n'est pas étonnant qu'il y ait du turnover. Parce que les gens, au bout d'un moment, sont épuisés et ont envie de changer. Et quand il n'y en a pas de turnover, c'est parce qu'il y a une passion qui continue à stimuler le professionnel, mais elle est souvent mal adaptée parce qu'il ne dispose pas des bonnes conditions pour la mettre en œuvre. Elle est démunie, comme vous l'évoquiez. Elle est totalement démunie. Elle n'a pas les outils pour répondre aux demandes. Mais là, ça concerne alors, je ne sais pas, les établissements que vous avez étudiés, c'est pour adultes ou pour enfants principalement? Parce que je n'ai pas trop compris. Est-ce que c'était un mix des deux? Les deux, Daniel, tu vois. C'est clair que dans les établissements pour enfants, la réponse paraît beaucoup plus adaptée. Hein. Le drame, il se joue dans les établissements pour adultes. C'est ce drame-là qu'on voudrait essayer de déjouer ou d'atténuer. Ça dépend aussi beaucoup du directeur d'établissement ou de la directrice d'établissement, tu vois, de la volonté du directeur d'établissement d'imprimer dans son établissement cette éthique et ce type de fonctionnement beaucoup plus vertueux, on va dire. Et c'est ce qu'on cherche, enfin Vanessa et Myriam ont essayé de faire dans le dispositif qu'elle propose. Alors, ce dispositif, il n'est pas hors sol. On est conscient des difficultés des établissements, surtout avec la venue du Covid. On sait que notre projet, il a commencé au début du Covid, malheureusement, où la situation dans les établissements était bien moins pire, on va dire, qu'actuellement. Hein. Actuellement, ça s'est énormément dégradé. Et même les directeurs d'établissements vertueux, on en connaît, ils se plaignent parce que c'est très difficile, parce que les professionnels, même quand ils sont dans un bon établissement, ils s'en vont parce qu'ils sont moins bien payés que dans le sanitaire. Donc le turnover, bien sûr, c'est l'inconfort des professionnels, mais c'est aussi les salaires, c'est aussi tout ce qui s'est dégradé depuis 2 ans. C'est aussi l'état d'esprit des professionnels qui est devenu différent. Des gens qui travaillent et qui ont maintenant envie de confort, qui n'ont plus envie qu'on les maltraite, parce qu'ils ont travaillé chez eux, ils se sont sentis bien, et maintenant ils n'ont pas envie de retourner sur un lieu de travail où ils se sentent maltraités. Donc il y a aussi la question de la maltraitance des professionnels. Nous, on ne peut pas tout résoudre. Ce qu'on a essayé de voir, tu vois, Daniel, c'est est-ce qu'il y a moyen ou pas de faire en sorte que ça s'améliore dans les établissements médico-sociaux de manière significative quand on forme les professionnels et qu'on leur donne des billes pour comprendre ce qui se passe. Parce que ce qu'on voit dans le film de Sophie, c'est que la professionnelle, elle se pose des questions un peu dans le vide, en quelque sorte, tu vois. Et c'est comme un parent qui découvre son Angelman et qui ne sait pas par quel bout le prendre. Puis les parents, ils font des formations, ils vont dans des réunions et petit à petit, ils apprennent comment fonctionne leur enfant Angelman et petit à petit, ils se sentent de plus en plus compétents. Or, dans les établissements médico-sociaux, il n'y a pas de formation sur le syndrome d'Angelman. Donc, les professionnels, ils ne se sentent jamais compétents. Nos enfants, ils sont toujours ceux qui ont des troubles du comportement, ceux qui n'arrivent pas à se faire comprendre, ceux qui vont péter les plombs pour un oui ou pour un non sans qu'on sache pourquoi. Donc, pour finir sur cette question, ce n'est pas pour l'éluder, mais c'est pour qu'on avance quand même dans le webinaire. Si tu veux, ici, notre travail pendant 2 ans, notre engagement qui a été très fort de tout le monde. Déjà, on a passé des heures et des heures d'entretien. Là, on a l'air de sortir les trucs de la boîte, mais ça a été un très, très gros travail d'échange. On s'est vraiment beaucoup questionné. Et les établissements médico-sociaux nous y ont aidés. On a fait des formations, enfin, on a beaucoup réfléchi. Tout ça, c'est très fragile. On est au début. On ne sait pas si ça va marcher, tu vois. On va expérimenter le dispositif. Peut-être que dans 2 ans, on reviendra, on dira,
on a fait ça, c'était merveilleux, mais finalement, bon, bah, les résultats ne sont pas perceptibles. Nous, on est convaincus que oui, ça peut changer. D'ailleurs, les établissements qui viennent avec nous dans l'expérimentation sont convaincus aussi. Mais on ne peut pas vous dire ça va marcher tant qu'on n'a pas expérimenté, tu vois. Tout ce que tu as dit, moi, je le ressens en tant que maman, je le ressens en tant que responsable d'association. Ça fait des dizaines d'années qu'on sait que les établissements médico-sociaux, pour les ingénieurs... Écrire des livres. Voilà. Alors, c'était pareil pour les autistes. Pour les autistes, ça a marché, ça a avancé, c'est structuré, tu vois. Bon, c'est un peu ce qu'on cherche, là. Quand on met Synapse vers un dispositif labellisé Angelman, c'est ça qu'on cherche. C'est très ambitieux, labellisé Angelman, tu imagines, ils sont si peu nombreux en France. Eh bien, pourquoi pas? Et donc, Vanessa et Myriam vont nous expliquer. J'espère que vous allez avoir plus de le moral à la fin du webinaire, comment ça pourrait peut-être être possible. Je laisse parler. Merci beaucoup, Denise. Puis, merci, Daniel, pour votre intervention. Je rajouterais par rapport à la remarque que vous avez faite sur le fait que les directions ne parviennent pas à fidéliser leur personnel, puis que vous êtes confrontés à un turnover extrêmement fréquent des équipes. Je dois dire que la question qui est à se poser aussi, c'est la question des conditions de travail. Puis c'est ce dont Sophie et Denise ont parlé concernant la reconnaissance, le salaire. Je dois rajouter aussi que c'est aussi concernant le fonctionnement du collectif. Est-ce qu'il est la formation, des espaces de délibération, des espaces de réflexion personnelle? Je dois dire que je pense qu'il manque sérieusement d'une réflexion de fond sur ce qui est offert en termes de conditions de travail à ces personnels, au-delà du simple constat qu'ils ne restent pas, voyez, et qu'il faut sérieusement se poser la question de leurs conditions de travail pour faire en sorte que ces personnels viennent au travail avec le goût d'y rester. Voilà, donc c'est vrai que c'est une responsabilité sur laquelle, en tant que parent, vous avez assez peu de marge de manœuvre. Et je dois dire que c'est probablement aux directions, puis à des niveaux plus élevés, de se poser la question de la façon dont ils veulent pérenniser des conditions de travail à leur personnel qui leur permettent de les maintenir et puis de préserver un travail éducatif qui est celui qu'on attend en fait. Voilà. Alors, je vais enchaîner du coup par rapport à la présentation de Sophie avec ma collègue Myriam. On va se présenter rapidement. Est-ce que j'ai la main pour passer le PowerPoint, Denise? Oui, vous avez la main. Oui. Tu le donnes la main à Vanessa. Alors, oui. Partager mon écran. Et... Donc, je me présente rapidement. Donc, je suis Vanessa Remery, professeure à l'Université du Québec à Montréal. On a eu l'occasion de travailler avec l'AFSA, étant donné qu'il y a quelques mois, j'étais plus proche de vous en Suisse, à l'Université de Genève. Mais donc, le projet se perdure au-delà de cette immigration. Puis je laisse la parole à ma collègue aussi, Myriam Mevly, qui va assurer la présentation avec moi. Voilà, je m'appelle Myriam Mevly, je suis de Suisse, dans la partie francophone à Genève, et je suis co-associée avec Fabrice Roublot dans l'entreprise Worstreams. On est une entreprise qui faisons de l'analyse du travail. Donc, on se préoccupe beaucoup des conditions de travail, des organisations du travail. Et au regard, en fait, des analyses qu'on peut mener, on met en place des dispositifs de formation dits classiques ou numériques. Voilà. Alors, dans les minutes qu'on a, les quelques minutes qu'on a, on aimerait saisir ce temps-là pour vous présenter une avancée du résultat de notre travail de recherche au cours de ces deux ans et demi. Il s'agit de la présentation du dispositif de formation
qui a été créé sur la base d'un travail qui s'est étalé sur ces 2 ans et demi en 4 phases. Alors, on va revenir très rapidement sur les phases précédentes pour que vous puissiez saisir d'où on part par rapport à ce qu'on a imaginé. Donc, ce travail de recherche-action, il a débuté par un travail de partenariat assez étroit avec des établissements partenaires, des familles et puis des professionnels libéraux, experts de l'accompagnement des personnes Angelman. Ces observations de terrain nous ont permis de récolter un certain nombre de données, puis je détaillerai un peu plus précisément tout à l'heure, qui, par leur analyse, nous ont permis de construire des ressources pédagogiques sous la forme de capsules vidéo qui ont été intégrées dans l'architecture d'un dispositif de formation en direction des professionnels des établissements médico-sociaux, toutes fonctions confondues, qui ont une expérience de l'accompagnement des personnes Angelman. Ce dispositif de formation tel qu'on l'a imaginé, on a posé les bases, les briques l'an passé, a été expérimenté dans un établissement, l'UG Campaka à Colobrières, qui accueille un certain nombre de personnes Angelman. Et sur la base de cette expérimentation pilote, on a pu poser des bases plus solides du dispositif tel qu'on va vous le présenter aujourd'hui. Alors, concernant le petit rappel méthodologique pour vous situer un petit peu le type de données qu'on a recueillies et la spécificité du dispositif qu'on a construit, c'est qu'effectivement, notre démarche de terrain a consisté à pouvoir obtenir des partenaires, des participants de la recherche, des vidéos de situations réelles d'interaction, de prise en charge, de bilan, de consultation avec des personnes Angelman. Et sur la base de ces vidéos de situations réelles avec des personnes Angelman et des professionnels, on a conduit un type d'entretien un peu particulier qu'on appelle dans le domaine de l'analyse du travail dans lequel on est experte, Myriam et moi, les entretiens d'autoconfrontation. Il s'agit en fait avec la personne qui s'est filmée, de revisionner son film, puis de l'amener à décrire moment après moment ce qui s'y passe et les enjeux de cette situation-là. Donc, ce travail de terrain, il s'est déployé en partenariat avec l'UG Campaka de Colobrières, un partenariat avec une équipe qui était dédiée à l'évaluation des personnes Angelman. Donc, on a travaillé avec une psychomotricienne, une orthophoniste et une psychologue, et on a aussi travaillé donc l'UG Campaka puis les Mésanges à la Motte Cervelette, dont je vois que Marilyn Gall est présente, qui est à la direction de cet établissement. Et donc sur la base de ce partenariat, on a pu obtenir en fait tout un tas de situations qui permettent de documenter des situations d'accompagnement au quotidien, mais aussi des situations de bilan. On a aussi été explorer tout ce qui relève du travail qui est conduit par des professionnels libéraux, paramédicaux, en allant s'intéresser à tout ce que déploient en fait 2 membres du CPME de l'AFSA, Emeline Lesec qui est orthophoniste et puis Catherine Langlois qui est psychomotricienne. Et donc, on a pu accéder aussi au suivi qu'elles ont et aux consultations qu'elles font avec un certain nombre d'enfants puis d'adultes qui sont atteints du syndrome d'Angelman. Et puis enfin, comme je vous disais, on est allé à la fois regarder les pratiques de bilan puis d'évaluation, mais aussi les pratiques d'accompagnement au quotidien. Donc, Madame Gall nous a permis de travailler avec ses équipes et notamment avec des éducateurs, des éducatrices dans le suivi qu'ils avaient d'un certain nombre d'enfants atteints du syndrome. Et puis un autre établissement à Paris, les Cascades, qui nous a aussi donné accès à leur équipe travaillant avec des enfants puis des adolescents atteints du syndrome.
Donc, sur la base de toutes ces données qui représentent effectivement des centaines d'heures de vidéos, de situations brutes, d'interaction avec des personnes Angelman, enfants ou adultes, et les entretiens qui suivent, on a, excusez-moi, j'ai oublié un point important aussi avec les parents, c'est-à-dire qu'il y a tout un pan aussi de notre recherche qui s'est intéressé à ce qui se mettait en place en termes d'accompagnement à la communication entre les parents puis leurs enfants, adultes ou enfants en fait, pour aussi, en partant du principe que ce décalage qui était initial à la demande, c'est-à-dire de pratiques qui pouvaient s'observer dans le milieu familial sur la CA, puis une difficulté à le voir se mettre en place et pérenniser au sein des établissements. Donc avec cette hypothèse-là on pourrait monter un dispositif qui viendrait se nourrir en fait de l'expertise des parents par rapport à ça. Voilà. Alors je vais passer la parole à ma collègue Myriam pour qu'elle vous explique un petit peu le cheminement qui nous a conduit jusqu'aux différents modules du dispositif qu'on vous présente. Voilà, merci Vanessa. Alors, dans le cadre de la conception du dispositif de formation, nous sommes d'abord partis d'une première étape à partir en fait des films qui ont été réalisés la plupart du temps par les professionnels et les parents. L'idée était de modéliser en fait l'activité, modéliser, c'est-à-dire reprendre en fait l'essence en fait de l'activité au sens où les professionnels et les parents vont leur donner une signification particulière. La deuxième étape, à partir de ces modélisations, concevoir le référentiel d'activité en reprenant en fait des focales très larges pour que toutes en fait les capsules vidéo toutes les modélisations et capsules vidéo puissent entrer en fait dans un référentiel d'activité commun. Et ensuite, à une troisième étape avec la conception d'un répertoire de ressources pédagogiques que nous destinons en fait aux formatrices et formateurs qui seront les intervenants en fait du dispositif de formation. Et puis la quatrième étape a consisté à concevoir en fait les 3 modules de formation que nous allons détailler juste après, je pense. Oui. Peut-être juste spécifier que ce dispositif, on le voulait innovant pour plusieurs raisons, c'est-à-dire qu'il partait aussi du constat que des formations un peu descendantes concernant le syndrome d'Angelman ne portaient pas finalement leurs fruits en termes de changement de pratique dans les établissements médico-sociaux. Et donc, il fallait essayer de trouver une perspective qui assure en fait que la formation puisse réellement déployer une transformation concrète des pratiques d'accompagnement à la communication des personnes Angelman. Donc, on est parti de l'hypothèse qu'on allait tenter de pouvoir exploiter en fait toute l'expérience des parents puis des professionnels en lien avec l'accompagnement des personnes Angelman dans le dispositif, et c'est la raison pour laquelle ce répertoire de ressources pédagogiques, il est basé de capsules vidéo qui sont des situations concrètes de prise en charge et qui permettent par leur exploitation des analyses très fine de ce qui est en jeu dans l'accompagnement d'une personne Angelman. Donc, et je dois dire que les savoirs des parents par rapport à ça ont une place qui est extrêmement importante, puisque ce sont principalement eux qui parviennent en fait par ce qu'ils déploient au quotidien avec leurs enfants à tenter des choses qui montrent leurs résultats dans les compétences communicatives de leurs enfants.
Un autre constat qui était à l'origine de la façon dont on a imaginé le dispositif avec Myriam, c'est celui que finalement, et comme vous le dites, Daniel, très justement tout à l'heure, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement une question de formation à ce qu'est le syndrome d'Angelman ou ce qu'est la CAA. Si ça se réduisait à ça, il suffirait de faire des formations Angelman et des formations à la CAA à tous les établissements, puis le problème serait réglé. Ce qu'on observe, c'est que ça va bien au-delà, puis vous avez soulevé la question du turnover, c'est qu'il ne suffit pas de former pour mettre en place des outils qui soient favorables aux personnes qui sont atteintes du syndrome et qu'il faut essayer d'agir en fait sur l'organisation du travail, le fonctionnement collectif, le projet d'établissement pour voir advenir ces changements au niveau des pratiques. Donc, l'enjeu du dispositif, c'était aussi d'essayer d'introduire, de rapatrier des éléments qui relèvent de l'organisation du travail, du fonctionnement collectif, du projet d'établissement, dans la formation, en plus de tout ce qu'on pouvait transmettre sur le syndrome, sur l'importance de l'ACA avec des personnes qui n'ont pas accès à la parole, etc. Ce qui nous a conduit à nous interroger sur comment est-ce qu'on pouvait mobiliser à la fois les équipes, mais aussi les chefs de service dans cette formation, comment on pouvait faire advenir des transformations du fonctionnement collectif par cette formation et comment on pouvait aussi tenter de développer des marges de manœuvre et du pouvoir d'action chez ces professionnels auprès de leur direction pour faire valoir un point de vue éducatif sur l'importance de mettre en place un fonctionnement puis des outils qui leur permettent de répondre à ce qui est attendu d'eux en termes d'accompagnement éducatif des personnes atteintes du syndrome. Alors du coup, je te laisse la parole, Myriam, tu veux, sur la présentation des 4 modules, puis la logique. Volontiers. Alors, une logique de structure pédagogique, donc au regard des résultats, nous nous sommes appuyés en fait sur le référentiel d'activité pour mettre en avant 4 activités typiques qui nous semblaient essentielles et absolument nécessaires à mettre en évidence dans le dispositif de formation. Donc, le premier, en fait, il y a 4 activités typiques, mais vous verrez qu'on s'est basé sur 3 modules, 1, 2 et 3, avec la 4e bulle qu'on a fait entrer, en fait, dans la 3e bulle. Mais on y reviendra tout à l'heure. Donc, la première activité était l'idée d'identifier les compétences des PSA dans une situation donnée. Donc, c'est toute la discussion qu'il y a eu antérieurement sur l'idée de reconnaître des spécificités relatives en fait au syndrome d'Angelman, mais pas seulement, des spécificités aussi individuelles. La deuxième activité typique est accompagner et développer les compétences communicatives de la PSA. On y reviendra aussi tout à l'heure. La 3e activité typique, c'est l'idée de faire face au comportement qu'on a appelé de rupture d'une PSA. On a volontairement utilisé le terme de rupture pour ne pas utiliser les termes qu'on entend souvent, des comportements... voilà, le mot m'échappe tellement j'ai interprété. Pardon ? Voilà, problème, etc. Rupture, en fait, qui vient d'une approche, d'une approche scientifique de Maturana et Varela. Voilà, j'irai pas plus loin. Et puis, la 4e activité typique est l'idée, en fait, d'établir et transmettre des règles d'action. Donc là, on est vraiment sur une organisation du travail pour essayer, en fait, de mobiliser et de motiver, en fait, les personnes qui accompagnent les personnes qui ont le syndrome d'Angelman. Dans l'idée de ces 3 modules, avec donc la 4e bulle dans la 3e, on a une logique à chaque fois où on a des situations d'observation. On va mettre
les participants dans une situation d'observation des capsules vidéo. Donc, ils vont aller observer en fait ces capsules vidéo pour essayer d'en extraire, avec les formatrices évidemment, la matière principale. Ensuite, on a une situation d'utilisation d'une technique où en fait, on va les aider à concevoir à partir en fait de ressources, on va dire, plus théoriques. On va les aider à concevoir leurs propres outils, que ce soit en termes de communication, d'observation ou dans l'idée de faire face à des comportements de rupture. On va aussi leur demander de produire en fait une capsule vidéo de leur propre activité dans un établissement en train d'accompagner une personne avec le syndrome pour ensuite pouvoir l'analyser avec elle et eux, avec une 5e étape où on va les aider à formaliser leur activité pour pouvoir justement la transmettre à qui de droit. Alors, ça peut être un collègue, ça peut être un parent, ça peut être une personne de la hiérarchie. Alors, ça s'incarne, par exemple, si on prend l'exemple du module 1, cette logique que vient de vous décrire Myriam, avec les 4 activités typiques, puis les 6 mises en situation, ça s'incarne, par exemple, de cette façon-là dans le module 1 qui vise à permettre aux professionnels d'identifier les compétences et les émergences des personnes qui sont atteintes du syndrome d'Angelman. Donc, on a pensé le module 1 sur la base de 6 ateliers qui reprend cette logique de mise en situation que vous a décrit précédemment Myriam, avec des ateliers soit en présentiel, soit en numérique, soit qui exigent de la part des participants un travail de production vidéo, avec des intercessions qui se passent là de 3 à 5 semaines, puis des objectifs de formation qui sont spécifiques à chacun de ces ateliers. Et puis comme l'a précisé Myriam, voilà, l'atelier 1 va viser à mettre au travail ses compétences d'observation à partir de toutes les ressources qu'on aura mis à disposition, de films, etc. La situation 2, l'atelier 2 va permettre de prendre connaissance d'un certain nombre d'outils qui existent pour réaliser ce travail-là. Puis mettre les personnes en situation elles-mêmes de construire leurs propres outils pour s'engager dans ce travail d'observation et d'identification des compétences et des émergences des personnes Angelman, d'analyser leurs propres vidéos, puis, in fine, de réfléchir dans cet atelier 6 à ce qui ressort au terme de ce parcours-là, en termes de règles d'action, de principes d'action pour observer et identifier ces compétences-là et ce que ça implique en termes de fonctionnement collectif dans l'établissement où je travaille et qui peut-être a un impact sur la façon dont on s'organise collectivement, qui peut-être a un impact sur la façon dont est pensé ce travail-là au niveau du projet d'établissement et mobiliser à ce stade-là les directions pour établir un plan d'action qui permettrait vraiment de déployer ces compétences-là dans le cadre du travail, que ça ne relève pas seulement de compétences acquises, on va dire, hors sol, mais que vraiment ça se mette en place dans le cadre de leur pratique au quotidien. Alors, je vois le temps qui reste, donc on ne va pas détailler détailler le module 2 et le module 3, mais ils fonctionnent sur la même logique, c'est-à-dire 6 ateliers qui alternent du numérique, du présentiel ou de la production, puis cette logique qu'on vient de vous présenter. Et puis, ce module-là est en fait mis à disposition sur une plateforme de formation qui est accessible à la fois aux participants, mais aussi aux formateurs et formatrices qui sont
est pressenti pour l'animation de cette formation, puisqu'effectivement, Myriam et moi, nous retirons à l'issue de la conception de ce dispositif et passons le relais en fait, à une équipe de formateurs qui fera vivre en fait, ce dispositif dans les prochaines années auprès des établissements qui seraient intéressés à professionnaliser leur personnel sur ces aspects-là. Et donc, dans l'année qui vient, puis donc 2023-2024, je crois que des discussions assez sérieuses s'engagent avec Marilyn Gall des Mésanges à Chambéry pour que on puisse peut-être déployer ce dispositif dans sa configuration totale, c'est-à-dire les 3 modules, avec des membres de ces équipes éducatives qui sont en charge de l'accompagnement de personnes Angelman dans son établissement. Donc voilà un peu comment les choses s'organisent au niveau de la plateforme. Les 2 premiers modules seront accessibles aux formateurs pressentis tout prochainement, et puis se mettra en place dans la foulée une formation pour eux, pour s'approprier en fait les ressources qui leur sont proposées. Puis le module 3 et le module 4 seront eux accessibles à la fin de l'année, et puis permettront aussi de compléter la formation des formateurs pressentis sur ces aspects-là. On a une équipe de formateurs qui est en constitution actuellement, qui s'appuie sur l'expertise des membres du CPME de l'AFSA, à savoir des personnes qui ont aussi participé à ce projet de recherche et des personnes probablement avec lesquelles vous avez pu échanger par le passé, puisqu'elles sont extrêmement impliquées dans la vie de l'association. Voilà. Peut-être qu'on va s'arrêter là parce qu'il est 25, puis si on veut prendre quelques questions avant la fin. Merci Myriam, Vanessa, c'était, je pense, très explicite. J'espère que ça a été aussi pour vous les parents qui sont là. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser, soit sur le dispositif lui-même, soit sur le rôle que va jouer la pièce de théâtre, enfin la pièce filmée, on ne l'a pas donnée, mais en fait, Sophie, tu me contredis si je ne dis pas exactement ce qu'il en est, mais en gros, c'est une forme de prise de conscience du professionnel. Au départ, ce qu'on voulait l'utiliser, c'est pour faire adhérer un petit peu au début de la formation le professionnel au discours du professionnel qui est dans la pièce filmée, de façon à le mobiliser sur la dimension sensible, comme dit Sophie. Je pense que ça va parler aux professionnels, cette pièce. Et ensuite de réinjecter des petits morceaux de la pièce dans la formation, mais ça appartiendra aux formatrices qui pourront s'emparer de cette pièce et de choisir à quel moment elles pourront l'utiliser, et puis de la reproposer à la fin de la formation, voir si le point de vue du professionnel s'est décalé et si son point de vue est modifié ou pas par rapport à cette pièce avant et après la formation. Voilà. Je devrais vous quitter malheureusement, mais je ne sais pas si Myriam elle a peut-être encore quelques minutes parce que je dois absolument aller à une autre réunion. Il y a un décalage horaire de 6 heures à Montréal, alors j'ai des réunions qui commencent dans l'après-midi. Mais voilà, je juste préciser aussi parce que c'est important, là c'est un webinaire pour l'AFSA, c'est que cette expertise parentale, on souhaite vivement aussi pouvoir la voir à travers l'équipe de formateurs. Puis donc, on réfléchit aussi actuellement à la façon dont on peut mobiliser des parents experts en fait, dans cette équipe de formation pour pouvoir déployer la formation auprès de ces professionnels libéraux du conseil paramédical de l'AFSA. Puis voilà, constituer une belle équipe de formateurs pour faire vivre ce dispositif. Merci beaucoup, Vanessa et Myriam. On reste un petit moment, mais on essaiera de traduire votre pensée, votre travail de la manière la plus fidèle possible. Myriam, tu restes encore un peu? Ouais, je suis désolée, mais je dois également partir. Sophie, merci. Donc, j'écouterai la fin de l'enregistrement.
Je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises. Ouais. Merci beaucoup. Et puis, bonne fin de discussion. Merci. À bientôt. Merci, Sophie. À bientôt. Peut-être juste si je peux intervenir une minute. Voilà, merci pour l'invitation. Alors, juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, effectivement, nous, on souhaite s'engager sur l'expérimentation. On est, voilà, voilà, plus tôt on aura des dates, on pourrait vraiment organiser ça dans le cadre de la préparation de l'année à venir, 2023. On a pas mal de professionnels très intéressés et puis dans la dynamique de l'établissement, on est fortement intéressés pour mener cette expérimentation. Et juste pour rebondir sur les premiers, voilà, enfin, voilà, les difficultés qu'on connaît, je comprends complètement la position des familles aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on est responsable en partie de ce qui se passe, mais pas que. Pouvoir participer à des projets comme ceux-ci, c'est aussi remobiliser les professionnels parce qu'aujourd'hui, le turnover est certes compliqué, beaucoup plus dans les établissements adultes, et je gère les deux, donc je suis plutôt bien placée pour en parler. Pour autant, les professionnels ont aussi aujourd'hui d'autres manières de voir le travail et c'est aussi compliqué de les intéresser et de les impliquer comme on a pu le connaître, nous, nos générations, en tout cas la mienne. Voilà, on était engagés autrement dans notre travail, on avait d'autres attendus. Donc pour nous, oui, un grand intérêt pour ce projet et un grand investissement et un grand engagement. Par ailleurs, pour avoir expérimenté beaucoup de formations dans l'établissement et notamment pour certains professionnels qui sont encore présents, des formations sur le syndrome d'Angelman, je l'ai entendu rapidement tout à l'heure, mais une formation telle qu'elles étaient faites au préalable ne suffisent pas. C'est-à-dire que ça se perd et ça se délite dans le temps, le bienfait de la formation. Et du coup, peut-être que d'autres modalités telles que celles qui vont être proposées là seront aussi avec des supports qui restent et qui peuvent être transmis de fait assez facilement avec les outils qu'on connaît aujourd'hui, pourront sans doute être des supports et des soutiens pour une transmission entre professionnels à l'avenir, ce qu'on n'avait pas avant. On était sur des modalités de formation présentielles et puis ceux qui étaient là, les autres pas. Et on sait que la vie des institutions et la vie des équipes, c'est très dur de transmettre en intra et entre collègues. Voilà. Merci Marie. C'est ce qu'on espère de tout cœur. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les parents, n'hésitez pas. On a fait ce webinaire pour vous. Donc, vous pouvez dire tout ce que vous pensez en bien ou en mal, ou ce que vous trouvez insuffisant, ou est-ce que vous avez bien compris les particularités du dispositif de formation, en quoi il est innovant et en quoi on espère qu'il va faire changer le fonctionnement des établissements. Alors après, je voulais dire que l'expérimentation, c'est une chose, elle va se dérouler pendant 1 an et demi. Mais l'objectif, évidemment, c'est ensuite le déploiement d'abord territorial, puis national du dispositif. On espère qu'on aura suffisamment de visibilité, qu'on sera suffisamment crédible et qu'on sera suffisamment soutenu par des partenaires comme la CNSA ou le GNCHR aussi, qui est intéressé par notre travail, pour que petit à petit, on soit lisible. On n'a pas peur d'aller frapper aux portes et d'insister sur le fait que de la même façon que les personnes qui ont un trouble du spectre autistique ont droit à une éducation structurée, ont droit à des outils de CA, ont droit à un certain nombre de prises en charge, nos enfants, même si le syndrome est beaucoup plus rare, ont exactement les mêmes droits. Et on se bat pour ça, en fait. Même si au départ, ça paraît très utopique, on espère enfoncer le clou et enfoncer le clou par la preuve. C'est-à-dire que moi, je suis convaincue que ce que proposent Myriam et Vanessa, c'est vraiment... j'ai assisté aux ateliers de partage, j'ai vu ce que ça a donné dans l'établissement de mon fils, pour tout dire, qui a aussi d'énormes difficultés de tous ordres. C'est un établissement pour adultes, donc toutes les difficultés qu'on a évoquées tout à l'heure, elles y sont présentes. Eh bien, 3 ateliers de partage d'une journée ont suffi à motiver de manière assez spectaculaire les troupes. Mais la question, évidemment, c'est après de maintenir cette mobilisation. Voilà. C'est pour ça que le dispositif, il est sur le long terme et que les modules répètent, je ne sais pas si on l'a bien dit, ça, Myriam, mais dans chaque module, les 6 ateliers de partage, ils sont là pour répéter des principes d'action qui sont toujours les mêmes.
façon à ce qu'il y ait une espèce de routine, si j'ai bien compris, qui s'installe et qui devienne un peu incontournable. C'est-à-dire comme vous, quand vous utilisez le pod de votre enfant, vous savez quelle page vous allez prendre et dans quel ordre vous allez donner les infos, converser avec lui. Ben là, c'est pareil pour le professionnel, il faut qu'il y ait une forme de routine pour que ensuite les étapes soient plus faciles à passer. Parce que ce qui est insurmontable, c'est des obstacles dont on n'a pas mesuré la difficulté. Et là, en faisant ces différents ateliers de partage, les obstacles ils sont suffisamment mis à niveau pour qu'on puisse surmonter en une forme de pas à pas chacun des obstacles. Voilà. Bon, je vous sens... Myriam, tu veux conclure? Est-ce qu'il y a des... Stéphanie, est-ce qu'il y a des questions dans le chat qu'on n'aurait pas vues? Non, il n'y a, Moi, a pas de questions dans le chat. D'accord. Bon, ben, on vous a convaincu alors. Donc, on espère que cette formation elle va rentrer dans les établissements. Si ça ne peut pas se faire en intra, de toute façon, toute la matière qui a été recueillie pendant ces 2 ans et demi va servir à des formations en inter-établissement, va servir pour les journées des professionnels qu'on fait chaque année avec la filière déficience, peut servir à un certain nombre de formations autres. On va essayer de trouver des modèles qui soient ajustés pour chaque demande d'établissement. Si un établissement nous appelle, par exemple, avec un adulte qui a des gros troubles du comportement, hein, puisque c'est ça qui interpelle le plus souvent, hein, c'est le trouble du comportement, ben, on aura quelques réponses et quelques éléments à proposer. Hein. Voilà. Myriam, je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est... Alors, pour moi, le mot de la fin, on est vraiment avec Vanessa à votre entière disposition. Ce dispositif de formation, il est créé dans la réalité, à partir de la réalité du terrain. Nous, on est très sensibles aussi à tout ce qui est organisation du travail. On a envie de redynamiser en fait les collectifs. Et donc, comme tu l'as si bien dit, Denise, l'idée, c'est de pouvoir proposer 3 modules avec des habitudes qui vont se créer au sein du collectif des professionnels pour pouvoir en fait mener à bien un accompagnement avec une PSA. Et puis j'insiste sur le fait qu'on est à votre disposition. Je pense que vous aurez nos mails. Et si vous avez des questions ou des commentaires, c'est avec grand plaisir qu'on peut y répondre. Merci, Marianne. Merci beaucoup. Lara, tu veux dire quelque chose? Merci. Je dois dire que ce projet il a été initié sous la présidence de Lara et qui se continue sous la présidence de Sophie Dorothée Montagui-Tellier. Je les remercie toutes les deux pour la confiance accordée au projet. Je crois que quand on voit les chercheuses et la manière dont elles travaillent, on ne peut que faire confiance à ce dispositif de formation. Exactement, Denise, on ne peut que souscrire et voilà, et faire en sorte que ça marche parce qu'on a une chance inouïe d'avoir autant de personnes compétentes autour de la table pour une fois pour le syndrome d'Angelman. Salut Alex. C'est Alex? Oui, c'est Alex. Okay. Merci à tous. Hein. Il y a peut-être une question? Oui. Non, j'ai vu un message. Salut. Non, vous ne décidément pas vous lancer, les parents? Une personne qui est arrivée un petit peu en retard et qui demande s'il y aura un replay. Et oui, puisqu'on a enregistré. Et puis, effectivement, bien sûr, vous posez des questions à Myriam et Vanessa qui sont hyper à notre portée et qui sont très engagées. Après, il y a Lara. On travaille en binôme sur ce projet, hein, Lara. Et puis, voilà, donc nos adresses mail, elles sont sur le site de l'AFSA. On n'a pas été très communicant sur ce projet jusqu'à présent parce qu'on ne savait pas... on savait pas vraiment où ça allait, jusqu'où on allait être audacieuse, hein, Myriam. Parce qu'au début, on voulait être accompagné par des organismes de formation, et puis on s'est aperçu que ça allait nous brider.
et qu'on allait se retrouver avec un petit programme de formation un peu rikiki qui n'allait pas du tout correspondre à nos ambitions. Et donc, on a dit, pour l'expérimentation, on se lance et on travaille sans OF. Alors, ce n'est pas forcément évident, hein, parce que ça veut dire que ça va coûter cher et qu'il faut trouver des sponsors. Voilà, donc c'est l'AFSA qui s'est impliqué financièrement jusqu'à présent et qui s'implique à travers Stéphanie aussi pour trouver de l'argent, des ressources financières pour ce projet. Mais on préférait laisser vraiment libre cours à l'imagination et à la créativité de Myriam et Vanessa pour avoir le dispositif dont on rêvait, c'est-à-dire hyper cousu main. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'après, quand on va le déployer, on sera aussi à l'aise. C'est-à-dire peut-être que les organismes de formation vont nous dire bah, attendez, 18 jours, vous êtes vraiment gourmand, peut-être que 15, ça suffirait, ou on ne sait rien, moi. Puis après, les établissements, il faudra qu'ils trouvent eux-mêmes les ressources pour. Enfin, ça, Marine Gall, elle serait mieux à même que moi d'en parler. Mais en tout cas, si on le positionne comme un dispositif d'accompagnement, plus qu'un dispositif de formation, d'accompagnement des professionnels et d'accompagnement à l'organisation de travail, peut-être qu'on arrivera à soulever les OF. Voilà. Marilyn, tu voulais compléter là-dessus? Moi, je ne suis pas très douée hein, sur les organismes de formation et sur le rôle des établissements. Simplement sur la formation en établissement, ce qui est important pour nous, c'est l'anticipation. Sur des grosses formations comme celle-ci, il faut absolument qu'on puisse intégrer ça bien en amont sur la planification pour être sûr de libérer les professionnels et pour autant que leurs équipes de travail ne soient pas impactées. Donc, il nous faut vraiment un délai en fait, d'organisation qui soit suffisamment juste pour que ce soit réalisable dans de bonnes conditions pour tout le monde. C'est important parce que c'est vrai que le dispositif veut mobiliser beaucoup de professionnels. Donc, c'est clair que c'est un peu difficile. Par exemple, si un établissement nous sollicite en urgence en disant bon, on a des troubles du comportement, on voudrait le module tel, effectivement, il faudra dire quand même que ça se prépare à l'avance. Ça ne sert à rien si c'est pour faire venir 3 professionnels, je crois qu'on ne sera pas dans le coup. Il faut vraiment avoir ça en tête, que c'est des équipes complètes qu'on veut mobiliser pour que tout le monde s'y mette en même temps. C'est ça, oui. Voilà. Bon, allez. En tout cas, merci Marilyn, merci à tous, merci aux parents, j'en connais certains, et puis à bientôt.